Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel. Comme la dernière fois et au nom des confrères gabonais qui sont à mes côtés constitués pour la défense de M. Alain-Claude Bilibinze, autant qu'au nom de Maître Arthur Verken du barreau de Paris qui est à nos côtés dans le cadre de cette affaire, je viens vous apporter les éclairages et les derniers développements suivants relatifs donc à cette affaire. Cela fait, mesdames et messieurs, 2 mois et 1 jour que M. Alain-Claude Bilibinze, ancien Premier ministre, a été brutalement et violemment kidnappé, puis placé sous mandat de dépôt le 16 avril 2026 pour des faits remontant à 2008. Oui, je dis bien des faits remontant à 2008. Le délai légal pour déclencher l'action publique est désormais dépassé. En droit, on dit que les faits sont prescrits et par conséquent, ni le procureur de la République, ni le juge d'instruction ne peuvent plus poursuivre la personne mise en cause, quelle que soit la connotation que l'on veut bien donner à cette affaire. Pourquoi ce principe général de droit ne s'appliquerait-il pas à notre client, à M. Alain-Claude Bilibinze? Contrairement à ce qui a été affirmé, il ne s'agit pas d'une affaire privée. Non, il ne s'agit pas d'une affaire privée. Et nous allons tenter de le démontrer. Il s'agit d'une affaire proprement publique, j'insiste, publique, dès lors qu'elle concerne la fête des cultures, c'est-à-dire une fête nationale organisée par le ministère de la Culture du gouvernement gabonais, avec pour ministre de la Culture à ce moment-là le père Paul Mba Abessol, qui était en même temps président du parti RPG, auquel appartenait Alain-Claude Bilibinze à l'époque, et Madame Baba Ramatou également. C'est une fête donc qui a été créée par le gouvernement. C'est un événement public, j'ai envie de dire républicain. Et tout cela se faisait sous la présidence d'Omar Bongo, qui était président de la République à l'époque, et qui a assisté à cette fête-là. À la place de l'indépendance de Libreville. Parce que ça a été organisé sous son égide. À l'époque, on disait sous sa très haute parrainage. C'est dans ce contexte donc que les membres du comité d'organisation ont cotisé en espérant se faire rembourser par l'État qui tardait à financer l'événement. D'ailleurs, M. Alain-Claude Bilibinze avait publiquement fait part de son inquiétude sur ce point précis du financement dans la presse. Et nous vous ferons parvenir cet élément de presse dans les heures qui suivent, pour que vous constatiez vous aussi que président du comité d'organisation, puisqu'il avait été désigné ainsi, par un texte réglementaire, il n'arrivait pas à boucler le budget de cet événement. Et la commission pavoisement, dont était sous-présidente Madame Baba Ramatou, manquait de fonds pour pouvoir mener à bien la mission de cette commission-là. C'est pourquoi M. Alain-Claude Bilibinze
s'est demandé ce qu'il fallait faire. Et 3 jours même avant, il a fait une publication dans la presse. C'est Madame Baba Ramatou qui a eu l'idée même de préfinancer. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'habitude de le faire. Aussi bien dans les activités de la mairie, parce qu'elle était une étroite collaboratrice du président du RPG, que dans les activités purement partisanes, étant rassurée qu'à la fin, elle se ferait toujours rembourser. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a avancé 5 millions de francs CFA. Et c'est dans ce même cadre-là que M. Alain-Claude Bilibinze a sorti 3 millions de francs CFA de sa poche pour que cette commission-là puisse être prête, en espérant naturellement, comme Mme Baba Ramatou, se faire rembourser. Pourquoi un acte de reconnaissance de dette? C'était tout simplement formel. Je sous-signais M. Alain-Claude Bilibinze, président du comité d'organisation, et peu importe qu'il l'ait marqué ou pas, mais un papier qui indique que, voilà, Mme Baba Ramatou a donné 5 millions, a avancé 5 millions pour la fête des cultures qui devront lui être remboursés, autant qu'aux autres qui avaient cotisé. Parce que là, je cite M. Alain-Claude Bilibinze et Mme Baba Ramatou, mais il y avait d'autres cotisants. C'est donc une affaire publique. Ce n'est pas une situation contractuelle entre deux particuliers. C'est une affaire qui concerne l'État gabonais, le ministère de la Culture. S'il y a donc une dette qui doit résulter de ça, ce n'est pas une dette privée. Ce n'était pas pour un mariage coutumier ou je ne sais pas quoi à titre privé de qui que ce soit ou familial. C'était une fête républicaine. Et comme vous le savez, dans notre pays, des fois, les fonds n'arrivent pas à temps. Il faut parfois avancer. C'est une réalité chez nous. C'est ce qu'il s'est passé. Nous sommes, nous, assez étonnés, nous, la défense, tout autant que notre client, dont nous portons la voix, de constater que jusqu'à preuve du contraire, Madame Baba Ramatou n'ait pas fait réclamation de la somme qu'elle a avancée au ministère de la Culture. C'est au ministère de la Culture, c'est auprès du ministère de la Culture, donc de l'État gabonais, qu'elle doit solliciter son remboursement. Autant que tous ceux qui ont préfinancé à ce moment-là. Il y a une continuité du service public. Elle aurait pu saisir le ministère de la Culture. L'a-t-elle fait? Peut-elle le prouver? A-t-elle épuisé ses voies avant de saisir le juge naturel d'une telle affaire quand l'État est concerné, c'est-à-dire le juge administratif, et non pas un commissariat de police ou de gendarmerie? C'est l'État qui est débiteur ici. Ce n'est pas une personne physique. C'est pourquoi la précision ou la sortie de presse qui avait été faite par le président de la République récemment dans un média, l'un de vos confrères, un média français, constitue peu ou prou un détour parce que soit les choses lui ont été mal exposées, soit il y a eu une difficulté d'interprétation. Cette affaire, contrairement à ce qu'il a affirmé, n'a absolument rien de privé. C'est une affaire publique qui porte sur la fête des cultures. Il ne s'agit donc pas d'une affaire privée. L'objet de cette conférence de presse est de faire le point sur cette affaire dont le caractère politique est évident
en raison des dysfonctionnements procéduraux et des violations manifestes des règles élémentaires de notre droit, celles qui protègent la liberté de chacun de nous. Il s'agit bel et bien, mesdames et messieurs, d'une affaire politique. Parce que sur le plan juridique, il n'y a rien, et sur le plan judiciaire, pareillement, il n'y a rien. Que reste-t-il? Ben, la vraie nature de cette affaire, c'est-à-dire une affaire politique. Et le but visé ici, c'est l'inéligibilité de M. Alain-Claude Bilibinze. Voilà ce qui est recherché. Le rendre inéligible. Comme ce qui s'était passé au Sénégal avec M. Sanko lorsque l'ancien président Macky Sall était aux commandes de ce pays. Il l'avait jeté en prison. Il avait dissous son parti et il l'avait déclaré inéligible. La suite, vous la connaissez. La suite, vous la connaissez. C'est donc son inéligibilité qui est visée ici. Elle est politique, cette affaire, parce que M. Alain-Claude Bilibinze a été arrêté dans des conditions rocambolesques, sans aucune convocation préalable. Elle est politique parce que tous les recours initiés par la défense ont été rejetés et qu'en réalité, le pouvoir politique veut museler un homme qui dénonce. Un homme qui dénonce le nouveau code de la nationalité. Un homme qui était devenu la voix des sans-voix. Un homme qui est devenu la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et la voix de nombreux Gabonais placés dans le chaos du désespoir. Il est arbitrairement détenu parce qu'il dénonce des choses vraies. Coupure des réseaux sociaux, code de la nationalité qui nous met tous en péril. Du jour au lendemain, on peut ne plus être gabonais. On a dormi à 22h, on est gabonais, et le lendemain à 9h, on ne l'est plus. C'est extrêmement grave, c'est un péril extrêmement grave. L'incertitude dans l'élaboration du budget général de l'État, que M. Alain-Claude Bilibinze avait qualifié de bricolage, et la réalité là aussi nous le fait constater. Parce qu'il y a beaucoup trop eu d'ajustements qui révèlent bien, qui trahissent bien, l'incertitude des choses. Une sorte d'amateurisme. Une croissance économique en baisse. Et puis, mesdames et messieurs, ces podcasts, à peu près une centaine de numéros à ce jour, qui irritaient, qui avaient le mérite d'irriter le pouvoir. Et à cet égard, il approchait les années 2016. Un moment charnière de notre histoire politique qu'il devait décrypter. Et parmi ces demandes constantes, à cet égard, c'est la mise en place d'une commission justice, vérité, réconciliation. Tout cela gêne, tout cela embarrasse, tout cela irrite, tout cela n'a rien de juridique, n'a rien de judiciaire, ce n'est que du politique. M. Alain-Claude Bilibinze a été mis en prison pour faire taire la vraie opposition politique.
le pouvoir veut choisir son opposition. Une opposition docile, comme une opposition du pouvoir. C'est un mécanisme auquel on est habitué déjà dans notre pays, hélas. Cette histoire donc n'est qu'un prétexte pour enfermer un opposant politique et obtenir son inéligibilité. Voilà de quoi il s'agit ici. Parce qu'il met le doigt là où il ne faut pas. Il dénonce les coupures intempestives d'eau et d'électricité que nous continuons de subir. Et cela dérange. Le but donc est de le rendre inéligible aux prochaines élections politiques. Cette affaire est politique parce que le dernier recours fondé par les nullités de l'article 96 du Code de procédure pénale a également été rejeté par la Chambre d'accusation, au motif que M. Alain-Claude Bilibinze n'a pas fait constater que le juge d'instruction n'avait pas répondu à sa demande de se faire interroger. Ici, alors que la loi pénale est d'interprétation stricte, on constate que la Chambre d'accusation a ajouté à la loi. Parce que la loi ne parle aucunement de faire constater quoi que ce soit. Le législateur répressif suppose que le patron du juge d'instruction, celui qui doit contrôler son travail, sanctionner son travail, savoir s'il a bien fait son travail aussi bien en la forme qu'au fond, c'est la chambre d'accusation. Les parties n'ont pas, comme on cherche à le faire supposer ici, à faire constater quoi que ce soit. Dès lors que la défense a produit des recours qui sont étayés par des pièces. C'est des procédures qu'habituellement nous menons dans le cadre de notre activité. Jamais on ne nous a répondu comme ça. Pourquoi aller chercher une telle justification alors pourtant que l'article 96 du Code de procédure pénale est clair? L'instruction ici, mesdames et messieurs, vous le constatez avec moi, est donc paralysée. Qu'est-ce que le juge d'instruction entend pour entendre M. Alain-Claude Bilibinze? Qu'est-ce qu'il attend? Il dira qu'il n'a pas le dossier à cause des recours initiés par M. Alain-Claude Bilibinze. Pourtant, l'article 174 du Code de procédure pénale impose au juge de poursuivre ses investigations malgré les recours, de poursuivre son travail au fond du dossier. Même si on demande les libertés provisoires, le fond du dossier doit se poursuivre. On ne peut pas vous avoir placé en détention et près de 55 jours plus tard, ne vous avoir jamais entendu. Ne fût-ce que pour vous demander est-ce que ce qui est porté contre vous est vrai ou faux? Ne fût-ce que ça. Il n'y a que la chambre d'accusation qui peut arrêter une instruction, demander au juge d'instruction de le faire. Le juge d'instruction, en tous les cas la chambre d'accusation, sauf décision contraire, n'a pas rendu une telle décision. Nous n'avons en effet, à ce jour, reçu aucune décision de la chambre d'accusation interdisant au juge d'instruction de poursuivre son information. C'est pourquoi je repose la question. Qu'est-ce que le juge d'instruction attend pour auditionner, interroger, entendre notre client, M. Alain-Claude Bilibinze? Le dossier est politique. Il est politique parce qu'il faut absolument faire purger à notre client une peine qui n'existe pas, en violation flagrante même de la présomption d'innocence. Tous nos recours ont été portés devant la Cour de cassation contre les 4 arrêts de la chambre d'accusation pour violation de la loi.
nous attendons sereinement les réponses de la plus haute juridiction judiciaire de notre pays pour qu'elle dise le droit, parce qu'elle est juge du droit, pour qu'elle nous dise, la haute juridiction, si l'ensemble de ces décisions-là, formées contre M. Alain-Claude Bilibinze, sont ou pas conformes à la loi gabonaise, au droit et aux principes généraux du droit. Dans l'attente de décision de la Cour de cassation, nous allons saisir l'Inspection générale des services judiciaires et le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer le refus systématique du juge d'instruction et de la chambre d'accusation de recevoir les demandes de mise en liberté provisoire, afin que ces autorités judiciaires instruisent au juge d'instruction de recevoir nos demandes de mise en liberté provisoire, ce conformément à la loi. Il est important également de rappeler que le Gabon, notre pays, vient d'être interpellé par les Nations Unies suite à toutes ces dérives. En effet, les Nations Unies estiment que le Gabon est en train de prendre une trajectoire inquiétante, pour reprendre le mot des Nations Unies. Et les Nations Unies considèrent la détention de M. Alain-Claude Bilibinze comme ne relevant pas d'un problème judiciaire. Ça veut donc dire qu'il s'agit ici d'un problème d'ordre politique. Et là, pour le coup, mesdames et messieurs, ce n'est ni la défense de Bilibinze, Alain-Claude, qui le dit, ni les responsables du parti politique de M. Alain-Claude Bilibinze qui le dit pour pas que vous nous taxiez de partiaux. On ne peut pas taxer de partial l'ONU, pour le coup. Et ça, c'est l'ONU qui parle. L'ONU n'a pas de parti pris. Et l'ONU dit que ce problème est un problème politique. Nous rappelons donc les autorités judiciaires à faire respecter le code de procédure pénale et à permettre la libération de M. Alain-Claude Bilibinze parce que la procédure initiée contre lui est une procédure nulle. Dans de telles conditions, il est difficile de ne pas considérer M. Alain-Claude Bilibinze comme un prisonnier non pas de droit commun, mais plutôt politique. Nous demandons donc sa mise en liberté immédiate. Je vous remercie.